Merci à toutes et à tous d'être de retour après cette petite pause dans le programme pour une table ronde qui va nous réserver pas mal de belles anecdotes, de belles histoires avec 5 super entrepreneurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à relever le challenge de l'international et à monter... J'ai dit 5 ? Alors, on peut faire un vote sur Twitter. On va le faire à la démocratie. Non, 6 évidemment. 6 évidemment. Alors on va faire un petit tour, vous allez nous dire un peu ce que vous avez fait, puis on rentrera directement dans le sujet. L'idée ici, c'est effectivement d'avoir des belles expériences, des belles anecdotes, des belles histoires, mais aussi d'aller gratter un petit peu plus le sujet qui est de dire, une fois qu'on commence à être, de connaître le succès sur un pays, comment est-ce qu'on grandit, où est-ce qu'on grandit tout de suite, et comment est-ce qu'on s'internationalise. Et on va voir qu'il y a plein de stratégies différentes. Céline, honneur à toi, évidemment. Parce que tu es la plus proche de moi. Donc oui. Céline Lazor, fondatrice de Litchi. Exactement, donc bonsoir, merci de l'invitation. Donc j'ai fondé Litchi.com il y a presque 4 ans, qui est un service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, par exemple pour un cadeau d'anniversaire, pot de départ, collecte d'association. Donc exemple, c'est l'anniversaire de Guillaume, on ouvre une cagnotte, tout le monde participe. C'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs. Voilà. Guillaume peut dépenser la cagnotte en ligne, on a 70 partenaires dont Amazon, après vous pouvez voir la liste en ligne, où on peut alors autrement récupérer sa cagnotte par virement bancaire et on est effectivement présent sur toute l'Europe, 1 million de clients. Et puis on a plus récemment lancé MangoPay qui est un service B2B qui est une plateforme de paiement en marque blanche à destination des marketplaces, places de marché et crowdfunding et consommation collaborative. Voilà. Et tout complètement international. Ça y est. Bon. Merci. C'est bon, j'ai fait la pub. Merci. Renaud Visage, alors qui m'a tiré les oreilles quand on a organisé cet événement, évidemment, parce que son métier est dans l'événement, puisque tu fais des billetteries en ligne. Tout à fait, oui. On a lancé Eventbrite il y a 7 ans. On est 3 cofondateurs, lancés à San Francisco. Depuis, on s'est pas mal développé. On est dans 14 pays en 7 langues. Principalement en Europe, mais on vient de racheter une boîte en Amérique du Sud aussi pour faire le Brésil, l'Argentine et puis quelques autres pays là-bas. 250 employés maintenant, on a vendu 135 millions de billets jusqu'à présent. Ça se développe pas mal et l'année prochaine tu nous utiliseras bien sûr. On essaiera de contribuer peut-être à faire passer de 135 à un peu plus, on espère ça. Thibaut Elzière, alors toi pour le coup tu as testé plusieurs fois l'international puisque tu as fait déjà plusieurs succès, Fotolia et puis maintenant toute une kyrielle de logiciels SaaS. Il y en a encore, pour l'instant il n'y en a qu'un de succès, on attend les autres, mais j'ai monté donc à Fotolia il y a presque 10 ans, ne nous rajeunis pas, en 2004, donc Fotolia c'est une banque d'images en ligne et à partir de, donc je me suis retiré de l'opérationnel quelques années après, 4 ans après. J'ai toujours un petit œil dessus et je suis tout le temps dedans. Mais en 2007, j'ai monté une boîte qui s'appelle Ziloc pendant 2 ans. Et depuis 3 ans, je m'occupe d'un startup studio qu'on a monté avec mon associé qui s'appelle eFounders et via lequel on développe des sociétés comme dans le SaaS comme Mention, Presking, Textmaster ou Mailjet. Et voilà, et donc l'international, toujours depuis Fotolia, j'avais commencé Fotolia avec, directement quand j'étais en Allemagne, donc toujours une volonté, et aujourd'hui l'Allemagne est toujours très importante pour Fotolia, donc toujours un angle international de développer. Voilà. Merci. Frédéric, avec qui on a déjà un peu échangé, pas trop sur l'aspect international, donc ça va être intéressant de voir cette facette-là, on était plutôt au début de l'histoire. Alors peut-être tu peux rappeler quand même Overblog, eBuzzing, ce que vous faites, et puis quelques chiffres. Ouais, je suis entrepreneur, j'ai monté quelques sociétés, dont 2 qui sont Overblog et Nomao, que j'ai décidé de fusionner avec d'autres entreprises pour créer le groupe eBuzzing, avec la volonté justement de partir à l'international, parce qu'à l'époque on n'était pas du tout très peu présent dans les autres pays. Et donc depuis on a fait une grosse levée de fonds, on a fusionné et racheté d'autres sociétés, donc on va en parler. Et on est présent aujourd'hui, on a 13 bureaux dans 7 pays différents, on vient juste d'ouvrir Miami et New York pour vraiment avoir un reach le plus global possible. Alors ce qui est intéressant, c'est que géographiquement, on a fait un peu du développement Europe, un peu du développement à l'ouest avec les US, l'Amérique latine. Et puis là, on va commencer notre tour à l'est avec Mathieu Hugues, qui avait monté Run My Process, racheté récemment par Fujitsu. Donc là, on part à l'est. Tout à fait. Donc j'ai créé Run My Process en 2007. On a commencé à commercialiser fin 2009. Run My Process, on est dans un monde pas sexy, parce qu'on est dans le monde
du logiciel d'entreprise. On fait une plateforme de développement graphique pour les entreprises, pour des applications type workflow, de l'intégration de systèmes, etc. On a aujourd'hui à peu près 350 clients. Donc on a cédé à Fujitsu. J'ai cédé à Fujitsu il y a exactement 6 mois. On avait à l'époque à peu près 320 clients dans 44 pays et 0 bureau hors de France. Merci. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà croisé Olivier dans un lounge pour partir à l'Est aussi, parce que finalement, vos entreprises ont pris, en tout cas le capital de vos entreprises, ont pris une direction à peu près similaire avec le Japon. Donc toi, Olivier, tu avais co-créé Price Minister, aujourd'hui chez Rakuten. Oui, bonsoir. On était 5 fondateurs à l'origine, on est encore 4 dans la société. Et on l'avait créé en janvier 2001, pour être précis. Et le capital a été 100% cédé au groupe Rakuten, qui est un géant du e-commerce japonais, en juin 2010. Donc maintenant, on est dans le groupe Rakuten. Alors, autant on pourra en parler un peu, on avait un peu raté le tournant de l'international quand on était seul avec l'équipe des fondateurs français à Paris. On avait ouvert l'Espagne et l'Angleterre, mais ça n'avait jamais décollé très fortement. Autant Rakuten, avec beaucoup plus de moyens, évidemment, est un groupe qui... notamment à acheter des filiales maintenant dans beaucoup de territoires, Amérique du Sud, Amérique du Nord, mais aussi beaucoup l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Alors ça, c'était pour le petit tour de la MapMonde. Alors si vous avez besoin d'intervenir, il y a 2 autres micros, comme ça on gagnera en fluidité. Alors moi j'aimerais que sur les premiers échanges qu'on peut avoir sur ce thème-là, on remonte un petit peu dans le temps et qu'on se ramène à vos premières expériences, aux premières tentatives de sortie des frontières ou premières réflexions tout de suite à l'international pour ceux pour qui ça a été le cas. Alors qui veut partager une anecdote sur la première sortie internationale? Olivier, tu disais l'Espagne, moi, ça a été dur. Je pense qu'il faut parfois parler des échecs aussi. Donc je vais commencer par ça éventuellement. C'est vrai que Price Minister est une société qui a vite décollé en France et qui a eu un positionnement de tiers de confiance dont nous nous sommes dit qu'il fonctionnerait bien en France parce que finalement les internautes français ne se faisaient pas confiance entre eux. Donc on a apporté une alternative finalement intéressante aux places de marché de type américaine, comme par exemple eBay pour ne pas le nommer, en ajoutant une couche de tiers de confiance. Et ensuite le simple fait de vouloir exporter ce modèle à l'international n'était pas complètement évident parce qu'on l'avait vraiment pensé pour la France. Donc on a ouvert l'Angleterre et l'Espagne, mais sans vraiment mettre beaucoup de moyens, et surtout parce qu'il y a une notion à l'international qui est le besoin d'investir avec l'appui de ses actionnaire. Et c'est vrai que quand on allait en conseil d'administration et que nous on avait des ambitions internationales, comme l'ont beaucoup de start-upers, on pense international, on pense que sky is the limit, donc il n'y a pas de limite, etc. Et en fait ils nous ont beaucoup dit, non, vous allez vous disperser en tant que manager, donc ne le faites pas. Et donc nous on a mis un petit peu le projet caché sous le tapis, avec un certain consensus de nos actionnaires, dont peut-être Jean-David Chamboredon qui était chez Troisier à l'époque, je ne sais pas s'il est dans la salle là, mais enfin en gros, ils ne nous laissaient pas aller complètement à l'international. Ils avaient probablement raison pour des questions de focus. Du coup, ça n'a jamais vraiment décollé. Et ça, ensuite, ça c'était les premières tentatives de sortie où finalement on s'est dit, on va faire un modèle un peu la Pixmania, qui finalement ne s'est peut-être pas révélé être un succès, qui consistait à lancer l'international sans ouvrir de bureau du tout, avec un ancrage uniquement parisien. Donc on avait des Espagnols boulevard de la Villette, des Anglais boulevard de la Villette, mais on n'avait pas de bureau, on n'était pas vraiment sur le terrain dans les pays où on a ouvert. Et donc ça a été petit, pour tout dire. Thibaut, tu disais avoir pensé tout de suite à l'international. J'aime bien cette notion de dire il faut un bureau. Fotolia, quand ça a été développé, il n'y a pas eu de bureau pendant très longtemps. Pendant plusieurs années, on a été son bureau jusqu'à plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Nous, sans l'international, on n'existerait pas aujourd'hui. Notamment, et c'est un concours de circonstances, mais on s'est lancé directement en anglais, en français, en allemand. Parce que moi j'étais en Allemagne au moment où j'ai créé Fotolia, parce que France forcément on a une attache et on connaît la langue donc c'est pas très compliqué, et parce que l'anglais c'était une ambition internationale et mes associés Oleg etc. voulaient aller de l'autre côté de l'Atlantique, et heureusement c'était une bonne décision parce que les photos qu'on a vendues en Europe, on les a sourcées aux États-Unis. Globalement le marché était beaucoup plus mature là-bas, les photographes, particulièrement les photographes professionnels, connaissaient déjà le principe de vendre leurs photos en ligne et ont commencé à mettre leurs photos sur Fotolia, ce qui ne se passait pas en Europe du tout, où même on avait des photographes professionnels qui étaient contre le principe de vendre leurs photos pour rien sur des sites comme Fotolia. Donc on a sourcé aux US
pour vendre en Europe, et ça a été en fait le modèle de Fotolia. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, il y a une meilleure répartition du sourcing de photos, mais au départ ça a été 90% des photos qui venaient des US et qui étaient vendues à 90% dans les pays européens. Et aujourd'hui, il faut savoir que des pays comme l'Allemagne représentent toujours à peu près 40 à 50% du chiffre d'affaires de Fotolia. Renaud, commence à faire soif, je vais ouvrir une bouteille. Renaud, sur Eventbrite, cette notion de tout de suite international, ça a été le cas aussi? Oui, en fait, on a été les victimes de notre succès, je pense. Avant même qu'on ait des sites internationaux, on a été utilisé dans 130 pays, je crois. Sachant que notre plateforme gratuite est totalement gratuite pour les organisateurs. Il n'y avait pas de barrière à utiliser le produit pour que ça soit n'importe où. Bon, il fallait que ça soit en anglais, parce qu'on n'avait que l'anglais comme langue au début. Mais ça aussi, ça nous a poussé à penser à l'international dès le début. Et quand on a ouvert notre bureau à Londres, Londres était déjà notre 3e plus grosse ville après San Francisco et New York. Donc c'était une décision assez facile d'aller à Londres pour ouvrir notre bureau européen. Et c'est comme ça un peu qu'on a mis le premier pied à l'international et puis après qu'on a lancé dans différentes langues. Mais c'est sûr que depuis le début, on pensait que l'international, on y passerait un jour ou l'autre. Et il y a plus de barrières pour le type de business B2B comme nous. Enfin, on est B2B2C. Il faut être plus près des consommateurs ou de vos clients. Et je pense que c'est ça qui maintenant nous fait réaliser qu'on a besoin peut-être de bureaux locaux aussi, comme on n'avait pas au début. Céline, je te voyais opiner du chef aux histoires de Thibaut. L'Allemagne, ça t'évoque forcément quelque chose, puis c'est un des premiers pays qui a été visé. Si on revient quelques années en arrière, ça va être à peu près 2 ans en arrière. Les premières questions sur l'international, qu'est-ce qu'on se pose, comment on y va? En fait, j'ai une histoire un peu similaire. On avait donc au début lancé en français et nos clients donc créaient des cagnottes sur le site français puisqu'il n'y avait que celui-là. Et puis en fait, la viralité fait qu'ils créaient une cagnotte en France, mais qu'il y avait des gens en Angleterre qui participaient. Et en fait, on retrouvait des screenshots, c'est ce que je racontais tout à l'heure, des pages de cagnottes sur les forums avec les gens qui traduisaient avec des flèches, donc bouton pour payer, bouton pour mettre le montant. Bon, alors à force de voir ça, on s'est dit il faudrait peut-être faire quelque chose quand même, les pauvres. Ils nous écrivaient au service client en disant est-ce que vous pourriez nous aider? Donc ça a commencé avec forcément l'anglais. Et puis effectivement, l'Allemagne a été le premier pays qu'on a attaqué. La problématique pour nous, elle était simple. On devait chercher un marché qui était suffisamment mature en Europe parce que c'est plus facile, c'est plus près. Donc il y avait l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Espagne. L'Angleterre, on l'a enlevé pour des questions toutes simples, c'est que c'est pas la même devise, donc ça demandait un impact techno assez conséquent pour nous. Ensuite, c'est un marché qui assez naturellement utilise des services américains. On avait des concurrents aux US, donc ils utilisaient déjà les services US. Et en plus, on sait que le coût d'acquisition client peut être plus élevé. Donc il restait l'Allemagne et l'Espagne. Taille de marché, donc on a commencé par l'Allemagne et puis l'Espagne plus récemment. C'est intéressant de noter que là, vous avez tous des expériences B2C. Mathieu, sur du B2B, quelle est l'influence sur l'internationalisation? Les premiers clients, c'est finalement quelqu'un qui vous rencontre et qui vous appelle et qui vous fait vous internationaliser un peu de force? Ou c'est réfléchi? Non, l'idée à l'origine, c'était de démarrer un process en se disant que globalement, tout ce qui était logiciel d'entreprise devait bouger vers le web. Enfin, on parlait à peine de SaaS à l'époque, en 2006, mais enfin, c'était une tendance de fond. Et donc, et puis on est parti du principe vrai ou faux, mais que je crois quand même assez correct, que dans le logiciel d'entreprise, en gros, les boîtes qui marchent réellement sont des boîtes américaines qui viennent des US. Et que donc, inversement, si on voulait avoir une chance de percer et d'être reconnu, y compris en France, il fallait qu'on ait l'air américain. Donc dès le début, on a pris un nom qui avait une consonance anglaise, on a fait tout le site, toute la plateforme prioritairement en anglais, tout le matériel de vente, tout le matériel marketing entièrement en anglais, etc. On a eu un peu les mêmes réactions que ce que racontait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les gens qui ont discuté au démarrage disaient mais c'est complètement débile, il faut segmenter par pays, etc. Mais bon, on s'est un peu accroché à cette idée. Il faut dire qu'au début, ça s'est pas fait, ça n'a pas porté ses fruits du jour au lendemain. Ça a vraiment porté ses fruits parce qu'à un moment donné, on a réussi à se mettre dans la traîne d'un géant qui est Google,
On a créé une relation business avec toute la partie entreprise de Google. Et à partir de là, effectivement, ça a très vite, ça nous a très vite permis d'aller chercher des clients à l'international, mais sans choix géographique particulier. Je crois, un de nos tout premiers clients hors de France, c'était les télécoms de Trinidad et Tobago. Bon, c'est pas un pays sur lequel on se dit tiens, je vais aller investir à Trinidad et Tobago. Mais voilà, une fois que ça devient un client, que ça devient des projets intéressants, c'est vraiment l'argent n'a pas de géographie. Question à chacun, quelle est la part finalement du hasard dans le choix de l'internationalisation, ou en tout cas quand on l'a fait par étapes en se disant bah, tiens, on va plutôt aller dans tel pays. Céline, toi t'as dit il fallait que ce soit gros, que ce soit proche et que du coup il y ait un intérêt à y aller. Est-ce qu'il y a quand même une part de hasard dans les histoires qu'on peut avoir à l'internationalisation? En général, on regarde le coût d'opportunité, c'est-à-dire bon, parfois il y a quand même des occasions de se lancer qui viennent par hasard, effectivement, c'est-à-dire acquérir une société ou parce qu'il n'y a pas de concurrence sur un marché. Et donc en général, on regarde le coût du lancement et on compare également évidemment à la maturité du marché. Typiquement en Europe, en général, on oppose assez vite l'Espagne par exemple à l'Allemagne. Il y en a un qui est très mature mais plus cher, l'autre qui est moins mature mais moins cher. Voilà, c'est ce type d'arbitrage. Donc par exemple pour nous, l'Espagne, ça a été un terrain d'expérimentation parce que c'était un petit marché du e-commerce. Mais je vois surtout une différence, je ne veux pas monopoliser le truc, mais en nous écoutant et en réfléchissant à différentes choses, je vois que par exemple il y a des sociétés qui sont nativement pensées pour être internationales. Je pense que c'est dans l'ADN de Fotolia. Je pense que pour les exemples de Fred aussi, vos sociétés ont été pensées internationales. Je suis également au bord d'une place de marché qui s'appelle Botica à Londres, qui est en train de se lancer en France, qui est une place de marché créée par 2 Français à Londres et qui est directement internationale. Donc ils vendent des bijoux, mais il y a déjà plus de 80 pays parmi les acheteurs chaque mois qui sont des acheteurs qui viennent de partout. Donc ça a été pensé à l'international. Et au contraire, quand je vois Rakuten, maintenant dans lequel je suis, qui est un groupe japonais, très ancré dans un terrain local, domestique, et bien la culture de transfert du local vers l'international est plus compliquée et plus longue, parce que les synergies techniques, les synergies branding, marque, et puis les synergies organisationnelles, on pourra en reparler un peu, sont très longues à mettre en place. Par exemple, chez Rakuten, il y a un programme qui s'appelle l'Englishinization. C'est faire que tout le monde parle anglais en partant du Japon, mais évidemment dans tous les autres pays, l'Amérique du Sud, l'Europe, etc. Et principalement les Japonais qui au départ sont pas tellement tournés vers l'alphabet romain, c'est très compliqué du coup. Culturellement, c'est très compliqué. Ça n'a pas été pensé comme un Fotolia par exemple. Je voudrais rebondir là-dessus, c'est très intéressant. J'ai la même expérience avec Fujitsu. Fujitsu, donc c'est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de 175 000 personnes. Sur le groupe aujourd'hui totalement intégré dans l'informatique. Donc évidemment avec des filiales partout, etc. La petite expérience que j'ai de travailler avec eux aujourd'hui après 6 mois, c'est assez marrant de voir qu'un groupe de cette taille-là est finalement plus ce que j'appellerais un groupe international, c'est une succession de pays, qu'une boîte globale dans l'approche des clients, du développement, etc. Ce qui, nous, à notre toute petite échelle, est plus notre cas, en fait. On cherche à tout prix à prendre un minimum en considération les différences géographiques. Frédéric, toi, tu nous avais raconté ce matin, et puis aussi en préparant, que tout seul, tu n'étais pas vraiment arrivé à internationaliser, et que c'est la force du regroupement avec d'autres entreprises. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces premiers pas à l'international, ton choix aussi de toi partir pour développer la boîte ailleurs? En fait, je pense que quand nous, on a des sociétés qui sont très technologiques. Quand on fait de la technologie, on n'a pas vraiment le choix, parce qu'il faut rentabiliser cette technologie. Et si on ne se porte pas vers l'international, il y a forcément quelqu'un de l'étranger qui, lui, va le faire et va donc avoir 10 fois, 50 fois plus de moyens que toi. Donc, en tout cas, pour des sociétés technologiques, je pense que ce n'est pas un choix aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Il faut être global, ou à minima européen ou américain, et couvrir tout le continent américain. Parce que sinon, on se fait distancer. Et on le voit très bien, il y a plein de marchés dans lesquels il y a des acteurs locaux qui ont réussi à faire des trucs. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Copains d'avant, par exemple, c'est quand même un des premiers réseaux sociaux au monde qui existait. Et bon, alors il y a des problématiques de business model, etc. Mais ils se sont fait distancer finalement pour des problèmes techniques, parce que Facebook arrive avec une techno et avec des services qui sont tellement aboutis, tellement performants, que derrière tu ne peux pas suivre. Donc nous, de toute façon, on avait vraiment envie de le faire, c'est-à-dire que c'était ça, ou bien effectivement on aurait pu faire une exit sur la société, mais il fallait continuer à se développer pour avoir les moyens de la R&D. Et en plus, quand on commence à faire de la R&D à haut niveau, ça prend du temps. Enfin, c'est des équipes qu'on met du temps à recruter, à intégrer, à faire travailler ensemble. C'est pas des choses très mécaniques.
mécanique. Donc c'était pas un choix, enfin c'est pas un choix, c'est un choix qui est poussé vraiment par le marché et le fait que les frontières autour de la France, elles sont complètement perméables, surtout la France. Ensuite, sur la manière de faire, très clairement, nous, en termes de distribution, on s'est rendu compte que si on voulait aller très vite, le faire nous-mêmes, donc faire l'Allemagne, faire l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, etc. On voulait d'abord couvrir l'Europe. Ça allait être très compliqué si on voulait le faire par nous-mêmes. Et donc on a fait des acquisitions ou des fusions avec des boîtes locales pour avoir des entrepreneurs qui restent avec nous, avec leurs équipes, des gens qui étaient déjà dans l'écosystème avec une bonne empreinte. Alors ça dépend évidemment des business qu'on a. Nous, on a aujourd'hui une relation avec les annonceurs qui est forte, donc c'est quelque chose qui met du temps à se créer. Et clairement, c'était impossible de faire en séquentiel, l'un puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Bon. Donc ça a énormément accéléré notre croissance d'aller acheter ou fusionner avec des sociétés et d'être sûr de garder les équipes qui étaient en place. Renaud, pour Eventbrite, tu as parlé tout à l'heure d'une acquisition Amérique latine. Est-ce que c'est le même constat qui dit ok, si on veut encore accélérer, on ne va pas pouvoir le faire tout seul? Oui, enfin, déjà on est bien occupé avec l'Europe, qu'on a créé nous-mêmes et qu'on développe nous-mêmes. Donc racheter une entreprise qui est déjà établie, qui a une structure, qui a des employés, qui connaît le marché, qui connaît les méthodes de paiement, toutes les variantes locales qui sont obligatoires pour faire du business dans un pays. Ça accélère beaucoup notre pénétration dans le pays, notre image de marque à terme, puisque je pense qu'on convertira leur marque à la nôtre. Et ça nous permet d'être dans un endroit qui est en forte croissance, le Brésil par exemple. On n'a pas laissé le hasard dicter là où on va. On a saisi les opportunités, on a regardé le marché qu'on avait déjà. L'Angleterre, c'était évident qu'on y allait. La France, l'Allemagne, c'est des gros pays de l'Europe. Il y a beaucoup d'opportunités pour nous. Après ça, on regarde un peu plus précisément maintenant quel est l'état de la compétition locale. Peut-être une chose qu'on n'a pas assez regardée avant de décider, par exemple, en Europe où aller ou mettre nos investissements en Europe. On regarde ça d'un peu plus près, la croissance, le potentiel, l'évolution de la pénétration d'Internet, par exemple, qui au Brésil se développe super rapidement comparé à l'Europe, qui est un peu plus lente. Donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte pour décider là où on va maintenant, qu'on n'a peut-être pas pris en compte il y a 2-3 ans quand on a décidé là où on allait en premier. Donc on évolue aussi en tant qu'entreprise. Il y a des chiffres qui diffèrent. Il y a aussi l'évolution de l'économie globale qui nous fait nous réorienter peut-être à terme vers d'autres marchés. Il y a un mot qui a été cité qui est celui de culture, où effectivement quand on se globalise ou quand on s'internationalise, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, où la notion de la culture d'entreprise rentre en question. Je vais peut-être me tourner vers vous deux, Mathieu et Olivier, qui avaient été finalement aussi des morceaux de l'internationalisation d'autres sociétés plus grosses qui vous ont racheté. Comment, quand on a connu ces deux phénomènes d'avoir sa propre culture à propager à d'autres pays, et puis à un moment une culture étrangère qui vient s'imposer à soi, comment on gère ça, comment est-ce qu'on l'anticipe, comment est-ce qu'on le vit bien éventuellement? Moi, j'aime beaucoup les Japonais, j'aimais beaucoup la culture japonaise, donc ça m'amusait énormément d'être racheté par un groupe japonais. Là, je dis à titre personnel, le fait de découvrir leur façon de penser le business. Il y a des sujets sur lesquels ils sont très en avance sur nous, on le sait notamment pour le mobile, par exemple. C'est aussi un groupe qui était très profitable, donc ce qui nous permettait d'investir et d'être vraiment face à Amazon, ce qui rejoint la question que tu disais sur la nécessité d'avoir une plateforme technique globale et de se retrouver à armes égales sur l'investissement, la possibilité de faire de la recherche, d'améliorer le moteur de recherche, la pertinence et l'ensemble de la plateforme technique. Alors que quand on était seul chez PriceMister, on avait une culture conquérante, on avait la fierté française, mais on était petit par rapport à Amazon. Et pourtant, on a quand même pratiquement 100-120 ingénieurs aujourd'hui en France. Donc c'est pas une petite équipe technique. Et c'est vrai qu'on est face à des milliers d'ingénieurs qui développent les plateformes de type Amazon ou eBay. Donc le sujet, c'est plutôt comment on fait travailler culturellement des ingénieurs français avec des ingénieurs japonais. Et là, forcément, même si moi j'aime bien ça et que ça m'amuse, je dois aussi avouer que c'est pas simple. C'est pas évident. On a beaucoup de visioconférences avec des gens qui parlent pas toujours très très bien anglais en face de nous, certains documents qui n'ont pas toujours été très bien traduits en anglais non plus.
Donc la façon de travailler et puis aussi les attendus, la façon de parler. Quand on nous demande quelque chose, parfois il faut comprendre que c'est pour tout de suite, mais dans la question c'est pas formulé. Donc la politesse et l'étiquette japonaise et la culture par rapport au monde occidental, le rapport à la franchise, à la gestion de la hiérarchie est très différente. Donc moi je trouve ça amusant, c'est stimulant, mais c'est déstabilisant pour beaucoup des gens qui travaillent avec nous. Mathieu, Choc des cultures, c'est un truc... La rencontre Fujitsu Run My Process, le grand groupe de 200 000 personnes et la petite start-up française. Alors, tout à fait. Il y a finalement deux différences culturelles. Il y a la différence culturelle, je dirais, au sens traditionnel, entre une boîte française et une boîte japonaise, et puis la différence culturelle entre une petite boîte et une grande boîte et la façon dont on fonctionne. Finalement, la différence à titre personnel, la différence entre la culture française et la culture japonaise, je l'ai vécu plutôt très bien. Je trouve que les Japonais sont des gens sous plein d'aspects qui sont sans tomber dans des généralités idiotes, mais qui sont assez faciles, dont j'aime bien la façon de travailler, au sens où, évidemment, il y a tout ce que tu dis qui est parfois compliqué de comprendre, ce qui est dit, il y a des choses qui sont sous-entendues, etc. Mais c'est des gens qui sont extrêmement, de mon expérience, extrêmement accrochés à la parole qui est donnée. Donc une fois qu'ils ont dit quelque chose, ce qui est dit est dit, quoi. Il n'y a jamais en tout cas, j'ai jamais expérimenté, y compris dans les phases de M&A, etc., de retour en arrière, de renégociation de quelque chose qui a été dit. Donc ça, je trouve que ça fait que c'est finalement assez facile d'avancer. Une fois qu'on a fait un pas, pas toujours facile de faire un pas, mais une fois qu'on l'a fait, on est sûr qu'il est fait. Et ça, c'est relativement agréable. A contrario, je pense qu'il y a moi, je vis plutôt une différence culturelle entre la manière de bosser dans une petite boîte, dans une start-up, où finalement la seule chose qui compte, c'est le delivery, c'est d'avancer, c'est de faire des choses. Et puis une très grosse boîte de 170 000 personnes, où ce qui est quand même primordial, c'est de suivre les règles établies, de suivre les process, etc. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, mais qu'en l'occurrence, ils prennent plutôt intelligemment, nous gardant de mon point de vue, nous gardant comme une filiale véritablement indépendante, ils sont nous développer significativement à leur échelle avant de trop nous intégrer dans le groupe. Thibaut, quand, en plus de ça, en plus de travailler une start-up qui doit s'internationaliser, qu'on le fait sur plusieurs start-up, dans le cadre d'un studio d'entrepreneurs, un studio de start-up, comment est-ce qu'on arrive à gérer ces différences culturelles entre chacune de ces start-up pour qu'elles existent vraiment en tant que telles, et puis ensuite à une internationalisation qui peut se faire de manière différente suivant les start-up? Donc déjà, nous, on n'a pas trop le choix de s'internationaliser dans le sens où on mise dans le SaaS sur ce qu'on appelle le Fortune 5 million, c'est-à-dire les 5 millions de SMEs qui sont capables de payer quelques dizaines d'euros par mois pour des services dans le monde. Donc les PME. Donc les PME, globalement. Et on est obligé de toucher plusieurs pays et d'essayer d'avoir une cible globale pour pouvoir gagner de l'argent un peu partout. Et on le voit sur des startups type MadeJet ou Mention, il y a de 50 à 80% des clients qui viennent par exemple des États-Unis. On doit y réfléchir dès le départ. Nous, chaque fois qu'on lance une nouvelle boîte, on part directement dans les 3 langues. J'en parlais tout à l'heure pour Fotolia, on reproduit un petit peu parce que ça a marché. On se dit qu'il faut faire la même chose. Donc tout le temps en français parce qu'on connaît bien la langue, tout le temps en Allemagne parce qu'on pense qu'en Europe et dans le monde, c'est un des marchés les plus intéressants. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de s'y mettre. Moi, je m'y étais pas mis depuis 10 ans avec Fotolia. Et ça a été compliqué, mais on est en train de reprendre un peu les rênes. Et évidemment, on joue un peu de la mutualisation, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de travail pour MadeJet. On vient de créer notre première société allemande. Ça fait depuis 2 ans, on y va régulièrement, etc. Et tout le travail qui a été fait sur MadeJet, qui va servir pour MadeJet, va être réutilisé de manière indirecte pour les autres entreprises. Et on essaie d'avoir cette culture pour chaque boîte. Donc l'idée, c'est de s'internationaliser en profitant de la mutualisation. Sur Fotolia, on a été assez opportuniste. Bon, on a lancé aux États-Unis parce qu'on avait envie d'y aller, en Allemagne parce que j'y étais, et en France parce que c'était notre pays d'origine. Et après, le développement a été opportuniste. On nous a contacté une personne italienne qui voulait lancer Fotolia Italie. Go, on part avec elle. Fotolia Espagne, go, on part avec elle. Et il s'est avéré que ça a marché. Aujourd'hui, si je devais refaire les choses, déjà le web a évolué dans les 10 dernières années. Il s'est plus structuré. Je trouve que c'est plus complexe qu'avant de lancer quelque chose qui marche et d'avoir une traction. Il y avait moins de boîtes, moins de compétition.
Et aujourd'hui, si je devais faire, par exemple, je garderais ce côté agile de développement. C'est super bien de ne pas devoir chaque fois s'imposer de créer une entreprise. Enfin, dans notre secteur, on n'a pas besoin d'eux. Il y a des secteurs avec beaucoup plus de contraintes légales qui font que... à part en Allemagne, où je recommanderais de créer une entreprise, parce qu'ils sont un petit peu comme la France, avec des contraintes légales qui font qu'on n'a pas trop le choix. Donc... qu'est-ce que je racontais? Oui, donc l'important, c'est de, Bois un coup. Bois un coup, ça ira mieux. Donc, j'ai en train de réfléchir. Ça va te revenir. Personne m'écoutait. Je voulais voir si les gens suivaient un petit peu. Comment? Oui, voilà, exactement. Pardon, merci, j'ai retrouvé le fil de mes pensées. Donc aujourd'hui, je ferai les choses un peu différemment. Et par exemple, on prenait une personne qui a un country manager, ça a l'air d'être une bonne idée. Et c'est une personne dont on lui demandait d'à la fois faire le développement commercial, de gérer le support, de faire la traduction du site, et on construisait de manière organique. C'est un petit peu comme on a fait en Italie, on a fait ça en Espagne, on a fait ça en Allemagne pour Fotolia. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte on a essayé de le faire pour certaines de nos entreprises, et je vois que c'est pas le même genre de profil. Donc si je devais commencer dans un pays, si on doit donner des petits trucs et astuces pour les gens qui veulent s'internationaliser, je commencerai tout de suite avec une équipe de 2 personnes, une équipe plutôt pour la gestion du support, pour tout ce qui est contact avec la clientèle directement, avec nos clients, et quelqu'un plutôt en charge du business développement. C'est 2 profils différents, et il faut éviter de donner... ça a l'air simple, ça a l'air évident de prendre un country manager qui fait tout, mais je pense que c'est pas la bonne idée, quoi. Et donc moi, si je devais donner un conseil aux gens, je dirais allez dans des pays, restez agile, mais partez avec un couple de personnes. Déjà, c'est plus encourageant pour les gens qui sont sur place de travailler à 2, plutôt qu'une personne ce que font la plupart des boîtes que je rencontre aujourd'hui, qui cherchent un country manager dans une boîte. Cherchez un couple de personnes, c'est un peu plus compliqué, ça coûte un peu plus cher, mais vous avez plus de chances, selon moi, de réussir. Céline, toi, tu es en train d'internationaliser. Tu as déjà quelques pays qui sont ouverts et d'autres qui sont en train de le faire. Comment tu as essuyé les plâtres de l'internationalisation, et comment, peut-être deuxième question qui va rebondir avec l'aspect culturel de l'entreprise, où toi tu as pendant longtemps été la personne visible de l'entreprise, où tu as mis beaucoup de ta personnalité dans l'entreprise, c'était important pour toi que l'entreprise te ressemble. Comment est-ce que ça a survécu à la croissance où il faut un peu abandonner son bébé aussi? Donc nous, on a démarré avec l'Allemagne. Alors, on a un modèle qui est proche de ce que tu décris, mais pas tout à fait. Donc, on a une personne à chaque fois qui est le country manager. Donc, obligation, c'est forcément quelqu'un qui est natif du pays, qui bosse à Paris. Par contre, toute la partie business développement est gérée par l'équipe commerciale et qui est en support avec le country manager. Ce qui fonctionne pas mal parce que de mon point de vue, il y a un seuil où on n'a plus besoin de commercial, enfin moins besoin plutôt du follow-up, mais au démarrage, il y a quand même besoin d'insuffler, et en même temps le country manager est à mon avis nécessaire. On le voit par exemple en Espagne, c'est terrible à dire, mais c'est l'espagnol, enfin il parle l'espagnol, quoi, il parle pas anglais, donc il faut quelqu'un qui soit local, il faut quelqu'un qui connaisse le marché, il faut quelqu'un qui parle la langue. En Allemagne, c'est encore un autre challenge. C'est vrai que c'est difficile de pénétrer quand on est un marché, quand on a une boîte française, particulièrement en Allemagne. De ce que j'en ai appris, c'est qu'il faut avoir un ADN complètement allemand, donc il faut être une boîte allemande, parce que sinon, par exemple, dans la presse, on ne parle pas de la boîte. Donc il faut vraiment essayer au maximum de localiser l'entreprise. Donc nous, c'est passé par des partenariats locaux. On est partenaire avec Amazon en Allemagne aussi, mais on est partenaire avec des dizaines de sites locaux que connaissent les Allemands. On va également faire beaucoup de travail en Allemagne, notamment. Ils étaient très, très inquiétés sur la question de sécurité, ce qui n'était pas du tout le cas en France, ou marginalement, sur la sécurité des paiements. Donc on a fait beaucoup de travail. Par exemple, il faut avoir tous les seals, dire oui, le site est bien sécurisé, il y a le cadenas vert, mais alors il y en a des tonnes et des tonnes en Allemagne. Il faut avoir des CGU, non mais c'est vrai, des CGU au niveau des conditions générales de vente. Il ne faut pas juste traduire les françaises en allemand, ça ne marche pas. Il faut avoir travaillé avec un cabinet d'avocats, parce que les gens en Allemagne lisent les CGU. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on découvre, ce qui à mon avis est moins le cas, en tout cas de ma perception en Espagne. Mais donc petit à petit, le développement se fait. À l'inverse, on a une vision un peu différente avec MangoPay, puis qu'on a lancé en avril, donc qui est vraiment là du B2B, plateforme de paiement C2C, marque blanche. On l'a lancé uniquement en anglais parce qu'on s'est dit que nous, notre marché, c'était l'Europe. C'était ni la France, ni l'Allemagne, ni c'était
l'Europe, à l'instar de nos concurrents américains comme Stripe, Braintree ou Balance Payment. On doit avoir le marché européen. Enfin, c'est ridicule d'avoir juste la France ou l'Allemagne. Et puis, une place de marché qui nous utilise, par exemple Vestiaire Collective, elle ne veut pas juste avoir une solution de paiement en France, elle veut l'avoir un minima au moins sur l'Europe, avoir la même, et puis une autre par exemple pour les États-Unis, ou même certains nous demandent de les accompagner. Donc on a plus de 50% du marché qui est déjà en dehors de la France, avec des choses assez surprenantes. On a des boîtes grecques, des boîtes hollandaises, italiennes, allemandes, et on a beaucoup de demandes même pour l'Australie, pour les pays du Nord, qu'on n'est pas encore aujourd'hui capable de gérer. Ce que tu dis est intéressant. Thibaut, avant, je rebondirai ensuite. Juste une petite chose, on en parlait tout à l'heure, mais là, pour comprendre la complexité d'aller se mettre dans un autre pays et d'avoir le besoin de quelqu'un de local là-bas, qui a son réseau, etc., il suffit d'imaginer une boîte allemande qui veut arriver en France et qui arrive par exemple à Paris. Dire si la personne n'est pas connectée avec quelqu'un qui est français, qui a son réseau, qui depuis 10 ans travaille pour avoir des connexions, etc., il suffit de s'imaginer ça pour savoir exactement ce qu'il faut faire là-bas pour arriver à s'implanter, quoi. Tu achètes un peu un carnet d'adresses aussi avec les personnes que tu recrutes. Mathieu. Juste pour rebondir là-dessus, c'est évident qu'on ne peut pas arriver dans un pays et pas le connaître, etc. Il y a une alternative, au moins au démarrage, à ouvrir un bureau. Qu'est-ce que nous, on a mis en place? Alors, ça ne s'applique évidemment pas à tous les types d'entreprises, ça dépend de comment on travaille, mais dans le B2B, ça marche assez bien, qui est de mettre en place un réseau indirect, donc de passer par des revendeurs. Alors après ça veut dire les trouver, les faire travailler, ce qui est évidemment pas facile du tout. Mais on traite nos revendeurs un peu comme des clients gold en quelque sorte. Et ça marche relativement bien. Enfin, voilà, faut les traiter quelque part à mi-chemin comme des clients gold et une espèce de force commerciale externalisée. Mais ça peut être, en particulier dans le cas de notre plateforme, et c'est souvent le cas dans le chef d'entreprise, il y a une dimension de service autour du logiciel qui est relativement importante. Donc il faut effectivement des gens locaux, mais les gens qui vont fournir le service ne sont possiblement pas les gens de l'éditeur. En tout cas, nous, ce n'était pas notre modèle. Oui, Olivier. Juste pour repréciser la stratégie de Rakuten, évidemment, c'est un petit peu différent parce que c'est un groupe qui a été lancé en 97 et qui est coté en bourse et qui a un volume d'affaires de près de 20 milliards de dollars par an. Donc avec beaucoup de moyens, un résultat très positif. Donc forcément, beaucoup plus de moyens. Et pour accélérer son internationalisation, qui a démarré plutôt relativement tardivement, finalement, la société, Rakuten, et avec nous pour l'Europe, a vraiment décidé d'acquérir des sociétés. Donc là, c'est effectivement l'idée de ne pas se lancer greenfield pays par pays, mais vraiment d'acheter les compétences et des challengers, qui sont souvent les challengers, par exemple pour le e-commerce d'Amazon, comme PriceMeister en France, Play.com en Angleterre, Buy.com aux États-Unis, l'équivalent en Allemagne et au Brésil, en Thaïlande, en Taïwan, Indonésie, etc. Et donc à chaque fois, ça a été presque à chaque fois en tout cas une acquisition, ce qui est une stratégie d'accélération, mais qui est aussi un petit peu, je dirais, spécifique à un groupe qui est un groupe japonais dans lequel, sauf depuis cette année où le yen était vraiment très très fort, donc ça rend les exportations difficiles, mais en revanche, les acquisitions sont simplifiées évidemment avec une monnaie forte. Là, elle a été dévaluée, l'économie japonaise est repartie, donc ça rechange un petit peu les données. Mais c'est vrai que Rakuten a aussi acheté Kobo, par exemple, pour aller dans le digital, qui est une boîte canadienne, et Waki à Barcelone, qui est de la VOD en Espagne, et qui va aller à l'international. Donc c'est une façon de placer ses pions qui est intéressante de regarder, c'est de racheter des boîtes, tout simplement. Je peux poser une question ? Tu peux poser une question, mais tu vas t'asseoir dans la salle, par contre. Non, mais parce que nous, il y a une question qu'on s'est beaucoup posée, c'est de franchiser, parce qu'on a été beaucoup sollicité dans des pays qu'on ne veut pas développer, en tout cas sur du court, voire moyen terme, comme l'Australie, Israël, les États-Unis. Et je me demande si quelqu'un avait déjà étudié ce modèle ou pas. Bon, bah dommage. Non, parce que, en tout cas, une des problématiques qui est difficile, c'est que de la franchise, du coup, l'exit pour la boîte locale est hyper complexe parce que c'est forcément soit la maison mère qui rachète, soit il n'y a pas d'intérêt à racheter de mon point de vue. Donc c'est l'équilibre qui n'est pas facile. Mais en même temps, c'est dommage parce qu'il y a des marchés sur lesquels nous, on sait qu'il y a du potentiel, des gens qui nous contactent et l'équilibre n'est pas facile. Mais voilà. Et tu pourrais sinon juste licencier la technologie. Parce que franchiser, c'est la notion de marque en plus. Tu peux aussi peut-être avoir juste la brique logicielle. Oui, mais sans nous, du coup, la franchise n'est plus rien. Enfin, si jamais on décide de retirer ou... Donc c'est ça la problématique. Il y a une relation de dépendance. Renaud, toi j'ai l'impression que tu es un peu étranger à ce débat de dire comment est-ce qu'on part dans un autre pays, une autre langue, pour avoir monté une boîte tout de suite. En fait, tu t'es pas
poser de questions sur le lancement en disant c'est une boîte américaine. Alors on en parlait tout à l'heure, c'est assez marrant parce que toi finalement tu es Eventbrite Europe à toi et puis tu as 200 mecs dans la Silicon Valley qui sont Eventbrite Monde. À peu près, enfin, ils sont principalement Eventbrite US. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est important dans l'évolution d'une boîte, c'est de passer de mode local au mode global. C'est une transition qui prend pas mal de temps au sein d'une boîte. Nous, ça nous a pris bien 2 ans avant que tout le monde commence à penser à l'international. Même au niveau produit, souvent on lançait aux US d'abord parce que c'était plus facile, c'était plus rapide. Et puis 6 mois après, on lançait la même fonctionnalité à l'international parce qu'on finalement on avait passé le temps qu'il fallait pour la peaufiner, pour que ça marche à l'international. Donc ça, c'est un changement d'attitude qui prend pas mal de temps, pas mal d'efforts, pas mal de rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas que le marché US et que tous les autres marchés sont également importants si on veut avoir la croissance là-bas. Maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait partie de notre ADN, je pense. Tout le monde pense à l'international tout le temps. Peut-être c'est que 5% de leur temps, mais ils y pensent. Donc ça, c'était un gros changement qui a pris du temps. Maintenant, étendre la culture à d'autres bureaux, c'est pas facile non plus, la culture d'entreprise. C'est quelque chose qui nous est cher, donc on essaie de passer du temps avec l'équipe de Londres. On n'a que 2 équipes pour l'instant à l'étranger, on a l'équipe en Argentine et l'équipe à Londres. Mais c'est quelque chose qui nous prend pas mal de temps aussi, auquel il faut penser, comment est-ce qu'on structure les équipes pour qu'elles parlent aux bonnes personnes dans les bons bureaux, comment on structure les équipes locales aussi pour qu'elles se sentent comme si elles ont le pouvoir de faire les choses pour lesquelles elles ont été mandatées. Tout ça, c'est des choses qui fluctuent au fur et à mesure des mois qui passent, des résultats, des gens qu'on embauche. Les gens qu'on embauche n'ont pas nécessairement les qualifications qu'il faut pour être un general manager, par exemple, d'un pays. Donc on essaie un peu d'être évolutif en fonction des contraintes et de l'évolution de chaque marché. Et à quel moment est-ce que tu as senti finalement le déclic, si je décrypte bien ce que tu nous as dit, et qui ressort aussi pas mal des échanges, en fait, entre le fait d'être multilocal, à ce côté vraiment global, international. Comment est-ce qu'on le sent? Comment est-ce qu'on l'accompagne? Est-ce qu'il y a eu une envie peut-être d'y aller trop tôt à un moment? Moi, j'ai eu l'envie d'y aller très tôt depuis le début, en fait. Heureusement, on ne l'a pas fait parce qu'on avait, je pense pas, les moyens financiers à l'époque de le faire au tout début. Donc on a attendu quand même 5 ans avant de lancer nos plateformes internationales. Je pense que quand on les a lancées, là, on était vraiment prêt à s'impliquer, mais pas encore vraiment prêt à faire tous les changements nécessaires au sein de l'entreprise pour que ça marche vraiment depuis le premier jour. On a lancé dans beaucoup de pays à la fois, ce qui était peut-être une erreur à l'époque. Maintenant, on est présent dans plusieurs marchés, mais on fait des choses différentes dans chaque marché, en fin de compte. On expérimente beaucoup sur différents marchés où on n'est pas forcément présent, comme en Italie, on n'a personne pour l'instant. On a quelqu'un qui fait le service client, mais c'est tout. Par contre, on fait pas mal de marketing digital, du RP, des choses un peu externes et ponctuelles, pour expérimenter, pour voir ce qui marche pas, et après on peut répliquer ça à d'autres pays. Mais c'est vraiment il y a 2 ans, je pense qu'on a fait la transition entre une boîte américaine et une boîte plus globale. Ouais, Thibaut. Juste une toute petite, j'y pensais, une toute petite chose. Je pense que c'est d'autant plus important de s'internationaliser rapidement aujourd'hui pour une boîte européenne que les Américains ont de plus en plus, les mentalités ont changé, les techniques ont changé, et ils sont plus rapides, eux, à s'internationaliser. Moi, je me rappelle de Fotolia, on a eu une grosse opportunité entre 2004 et 2007, parce que nos concurrents, qui étaient eStock Photo, Shutterstock, ont mis 2 ou 3 ans à venir sur l'Europe. Et ça nous a laissé un grand créneau pour se développer et devenir grand. Ils avaient des problèmes liés, je me rappelle, les premiers sites, ils géraient pas ça gérait pas les accents, ils ont eu du mal à trouver des gens sur place, ils ont eu du mal à utiliser à être compatibles au niveau des moyens de paiement, etc. Aujourd'hui, dans notre secteur, qui est le SaaS, enfin qui est le B2B en volume, je vois par exemple nos concurrents les concurrents de Mailjet, que sont par exemple Mandrill App ou SendGrid. Au bout d'1 an et demi, ils étaient déjà présents en Europe, ils sont avec nous en Allemagne, c'est-à-dire qu'on est en train de compétir avec eux, ou contre eux, directement sur l'Europe aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que la mentalité américaine a changé grâce à des évolutions de mentalité, comme je disais, des évolutions techniques qui font que directement il y a des méthodes pour traduire les sites, pour les internationaliser plus rapides, qui font que avant c'était un gros avantage d'être européen et c'était quelque chose, ça donnait un avantage pour se globaliser.
aujourd'hui, on est toujours un, je pense, parce qu'on pense directement multiculture, multilangue, mais qu'à l'avenir, ça risque de disparaître, donc il faut se presser et pas oublier de partir directement à l'international quand on a le choix et qu'on peut. Frédéric, l'idée d'aller aux États-Unis, c'était aussi pour suivre cette évolution de la rapidité, cette accélération de l'internationalisation qui est nécessaire. Alors nous, on a mis du temps pour y aller. On a fait le choix de faire l'Europe. D'ailleurs, c'est intéressant. Le choix de l'internationalisation, c'est une chose, mais c'est surtout les pays qu'on cible qui est important. On pourrait avoir envie de faire quelque chose de global pour le principe. En termes de valeur et en termes de marque, de toute façon, ce qui est important, c'est d'être bon dans un pays. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de se développer partout et d'être faible partout, parce que tôt ou tard, de toute façon, il y a une concurrence qui s'installe et qui fera que si on n'a pas la prime du leader, en termes de valeur, ce qu'on fabrique n'est pas forcément important. Donc nous, on a attendu vraiment de faire les pays clés en Europe pour être sûr d'avoir une position de leader suffisamment forte, non seulement à l'échelle de l'Europe, mais dans chacun des pays européens, avant de partir aux États-Unis. On voit beaucoup de gens qui essaient de se précipiter vers les États-Unis, qui est un marché qui est extrêmement cher. Le ticket d'entrée est extrêmement coûteux, avant d'avoir sécurisé des marchés en Europe. Si le but du jeu, c'est d'aller aux États-Unis à tout prix, autant y aller tout de suite. C'est pas la peine de monter une boîte en France pour y aller 2 ans plus tard aux États-Unis et parfaire le reste de l'Europe. Donc il y a une réflexion à avoir en termes de valeur d'entreprise et en termes de stratégie. Les Américains continuent à voir les marchés de manière en bloc. Donc le marché européen, c'est un bloc. Celui qui est leader en Europe, il a forcément, aux yeux du marché mondial, une valeur qui est plus importante que quelqu'un qui est présent en France, au Japon et en un petit bout aux États-Unis. Donc il y a cette réflexion-là à avoir. Ensuite, pourquoi est-ce que nous, on part aux États-Unis, outre les envies personnelles? C'est parce qu'aujourd'hui, dans notre domaine, mais là c'est particulier à ce que l'on fait, les tendances sont construites aux États-Unis, le marché, il se fait aux États-Unis, les gros investisseurs, aujourd'hui, pour vraiment du développement important, il se fait aux États-Unis. Donc on pense qu'on a intérêt à être présent et à être visible depuis les États-Unis. Et puis, il y a une problématique aussi de sortie, enfin de valorisation d'entreprise. Si on veut construire une société qui va intéresser les Américains, c'est d'autant mieux d'être sur leur marché et de savoir leur parler depuis les États-Unis, plutôt que d'être une société française ou une société belge ou une société italienne ou autre. Il y a aussi cette problématique-là. Le fait d'être près de l'écosystème, c'est très rassurant pour un acquéreur potentiel. On a bien compris les raisons de business et finalement le fait aussi qu'on est obligé, parce qu'on est sur Internet, parce que c'est un marché nativement global, de soi-même s'internationaliser comme entreprise. Est-ce qu'il y a alors question, on approche de la fin, question un peu provocante, est-ce qu'il y a un côté mégalo aussi à se dire, voilà, je suis patron d'une boîte internationale, je veux vivre ça, peut-être je m'ennuie à un moment sur mon marché local, j'ai envie de grandir. Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent aussi passer par la tête ou qui rentrent en ligne de compte, plus comme un challenge perso, pas tellement un challenge uniquement business? En tout cas, pour ce qui est de Priceminister, en 2010, pour être transparent sur certains chiffres, on était très profitable, on avait atteint les 15 millions d'euros d'EBIT, donc on était bien, mais encore une fois tout petit en Europe. Et la réalité, au-delà de la mégalomanie, c'est qu'en fait, on est quand même obligé de croître. Parfois, quand on pose la question, soit des journalistes et des étudiants, on me demande mais est-ce que vous êtes vraiment condamné à la croissance? On parle de PME de croissance, de start-up, etc. En fait, oui, on est obligé de croître. Ça peut paraître une sorte de fatalité, mais la réalité, c'est que c'est un marché sur lequel, si on ne croit pas, les autres croissent parce que l'innovation technologique et les marchés évoluent très très vite. Donc le marché français est définitivement trop petit. Il est comme il est. C'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour le logiciel, c'est vrai pour l'Internet. Toutes les sociétés qui développent un modèle avec notamment un certain nombre de coûts fixes, comme produire un film ou produire un site Internet, c'est assez semblable. Il y a un certain nombre de coûts fixes. Et après, il y a un marché. Il y a la taille du marché. Le marché français et francophone est trop petit. Donc l'amortissement des frais, mais aussi la logique d'achat quand on fait du sourcing en e-commerce, ou pour une place de marché comme Priceminister, permettre à ces marchands, ou pour Rakuten, de vendre dans d'autres pays, c'est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on les fidélise, qu'on les garde et qu'ils ne vont pas ailleurs. Intellectuellement, c'est extraordinaire de bosser avec des étrangers. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, très stimulant pour les fondateurs, évidemment, mais pour les équipes aussi. Donc c'est aussi, quand tu dis condamné à la croissance,
Je pense que quand on est des petites sociétés, on a besoin de croissance, ne serait-ce que pour pouvoir offrir des opportunités de carrière aux gens. Et de diversité, si je comprends aussi, c'est ce côté, c'est aussi intéressant pour arriver à monter une boîte globale, de finalement pas être juste une boîte de Frenchie entre nous. Pour les gens que tu recrutes, pour arriver il y a un moment, il faut avoir les meilleurs dans tous les domaines dont on a besoin, tous les métiers, on a besoin d'avoir des gens qui sont excellents. Ces gens qui sont excellents, ils ont envie de challenge, ils ont envie de nouveautés, ils ont envie de se faire plaisir. Ils se feront plus plaisir dans une boîte qui est internationale où ils savent qu'ils vont travailler avec des gens dans le monde entier que sur une boîte qui est complètement locale. Donc ça joue aussi beaucoup. Et puis c'est des opportunités de carrière pour eux parce que là, nous on arrive à un moment où les gens peuvent bouger d'un bureau à l'autre. On a des transferts qui se font de gens qui partent de l'Italie, qui vont en Angleterre, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour continuer à avoir une équipe qui est au top, à fidéliser des gens qu'on a recrutés il y a longtemps. Sinon, c'est des gens qui se finissent par partir et malheureusement, c'est une grosse perte en valeur. Céline, sur cette notion de construction d'équipe, d'accroissement d'équipe, ça c'est aussi un truc que toi tu notes? Ouais, je partage complètement les avis de Fred et Olivier. Effectivement, déjà je trouve que c'est super excitant parce que voilà, au bureau ça parle anglais, espagnol, italien, allemand. On fait un deal télé, média ici, puis on va faire de la radio. On a déjà fait et on refait de la radio en Allemagne. On essaye de comparer, on essaye d'apprendre. C'est hyper challengeant. Notre directeur marketing, il est arrivé, il faisait du SIM. Aujourd'hui, il gère une grosse campagne télé, il gère de l'investissement marketing à l'international. Il se retrouve avec des challenges qui évoluent complètement 3 ans après l'arrivée dans la boîte. Donc, c'est à la fois génial pour l'équipe, c'est hyper stimulant. Moi, je trouve que c'est quand même dur parce qu'on recommence from scratch à chaque fois. Ça rend humble aussi. Quand on a réussi dans un pays et qu'on veut se frotter à un autre pays et qu'on doit tout réapprendre, ça remet les pieds sur terre, ça permet de repenser aussi son modèle à la maison. Ouais, après j'espère qu'il faut toujours les garder, mais en tout cas c'est sûr que moi je voyage beaucoup en Allemagne, c'est pas facile quoi. Il faut se lever à 6h du mat, prendre un EasyJet, enchaîner les conférences, faire du networking, rencontrer les gens, montrer sa gueule. Les gens ont besoin d'avoir confiance quoi. Oui, j'aime bien, j'adore. Ouais. Non, mais les gens ont besoin d'avoir confiance, de savoir qui est derrière, de rencontrer à la fois les locaux. Donc il y a tout un challenge pour l'entrepreneur qui je trouve est hyper intéressant pour l'équipe aussi. Et puis on est condamné à se développer et sinon il y a quelqu'un de plus gros qui arrive et qui remportera la partie quoi. Alors j'aimerais qu'on termine sur un point. Alors vous avez tous maintenant des expériences internationales et du coup ça permet de prendre un peu de recul par rapport à la situation des entrepreneurs, des start-upers en France. Est-ce qu'on a des lacunes en France pour s'internationaliser est-ce qu'on se met soi-même des freins? Est-ce qu'on a finalement tout pour réussir et s'internationaliser comme des Allemands, comme des Anglais, comme des Américains? Alors c'est un sujet, d'ailleurs je t'ai amené un petit cadeau et j'en profiterai pour en parler une seconde. J'ai notamment aussi fait partie du mouvement des pigeons dont vous avez parlé ce matin, au moment du financement. Et on s'est rendu compte, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on dit, c'est que la jeune génération, donc celle qui arrive après moi en quelque sorte, elle a effectivement une envie d'international, elle pense international. Parfois, on se dit que même elle n'est pas tellement attachée à la France et à la marque France. Donc, de toute façon, au départ, déjà, on a aujourd'hui des super écoles d'ingénieurs en France. On a des gens qui ont plutôt envie d'aller à l'international. Donc, il me semble qu'il y a une réflexion à avoir qui est aussi comment faire venir maintenant plus d'investisseurs internationaux en France pour permettre à des boîtes, voire pourquoi pas des entrepreneurs étrangers de créer leur boîte en France ou de créer des... Moi, je pense qu'on pourrait même peut-être créer une sorte d'Erasmus de l'entrepreneuriat où il y aurait des associations avec des gens de différents pays qui créeraient nativement leur boîte après leurs études avec différentes nationalités tout de suite, dès le départ. Mais il faut les financements, il faut l'harmonisation de la fiscalité, il faut tout ça, de façon à ce que, du coup, l'international soit pensé à partir de la France. Sinon, tous les jeunes qui nous suivent après nous, ils n'ont aucune hésitation, ils partent tout de suite à Singapour ou dans la Silicon Valley, quoi, parce qu'ils parlent déjà bien anglais, et on est dans des technologies qui sont originellement internationales, qui sont pensées comme ça, qui sont les technologies digitales, quoi, tout simplement. Thibaut, réussir quand on est français, c'est à la portée de tous? Je pense que oui. En tout cas, moi, ce que je vois de tous les gens qui viennent nous rejoindre dans toutes nos boîtes, c'est qu'ils ont tous envie d'international, ils rêvent tous de partir, ils rêvent tous de travailler avec les États-Unis, mais aussi avec l'Allemagne, avec la Turquie, avec les pays émergents. Ils sont ouverts à n'importe quelle opportunité et pour eux, c'est un prérequis. Notre internationalisation, ils ont envie de bouger. Donc, de ce côté-là, j'ai aucun souci. Je comparais un peu par rapport par exemple à la Belgique, j'espère qu'il n'y a pas trop de Belges dans la salle, je suis moitié belge, je
je me couvre. Non, je sens moins, honnêtement, alors que c'est un pays qui a l'air plus ouvert vers un pays bilingue, un pays bien placé en Europe, ouvert vers l'extérieur, etc. Au niveau purement entrepreneurial, je sens moins cette volonté de bouger, cette volonté de s'expatrier rapidement, quoi. Mais je crois que depuis, et ça c'est quelque chose qui est très français, hein, pour le coup, cette culture d'expatriation, depuis des décennies, c'est quelque chose qui est français. Je pense que c'est quelque chose qui est encore dans l'air du temps, quoi. Petit tour, mot de la fin sur le sujet international, sur quelles sont vos prochaines aventures. Juste sur la question que tu posais, je ne suis pas sûr que la question soit forcément la volonté d'aller à l'international. Quand tu regardes les jeunes entrepreneurs, en particulier dans la Silicon Valley, je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi, je trouve que ce qui est frappant, pour avoir participé à quelques conférences, c'est le niveau d'ambition qui est radicalement différent, quoi. C'est-à-dire que tu peux voir aux États-Unis, moi je me souviens très bien, sur un cas très concret, j'avais participé à une conférence qui s'appelle Up, où il y a un certain nombre de jeunes créateurs d'entreprises qui viennent se présenter, etc. Et c'était en 2009, je crois, ou 2010, et vient sur scène un type qui était le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Heroku, qui a été depuis racheté par Salesforce pour la bagatelle de 210 millions d'euros, donc c'est quand même pas mal d'argent. Le type est monté sur la scène, il avait 24 ans, il dit voilà, moi je sors de Stanford, je finis mon master dans quelques mois, demain je sors une plateforme en bêta, ça s'appelle Heroku, ça fait du développement Ruby, etc. Et maintenant, dans les 3 minutes qui me restent, je vais vous expliquer pourquoi cette plateforme, elle vaudra $1 milliard dans 5 ans. Il y a 300 personnes dans la salle, il n'y a personne qui se marre. On peut faire le test en France, je pense que tout le monde s'en va, c'est juste totalement pas crédible. Et le fait est qu'il y arrive. Et la raison pour laquelle personne se marre, c'est que tout le monde sait qu'effectivement, sur les 25 mecs qui viennent se présenter, il y en a bien 2 ou 3 qui vont réussir. Donc c'est pas. Et je pense que quelque part, c'est beaucoup dans la tête, quoi. C'est-à-dire que l'international n'est finalement qu'un outil sur quelque chose. Alors, qu'on peut appeler de la mégalomanie ou pas, je ne suis pas du tout certain que ce soit le bon terme, parce qu'il y a une connotation très péjorative, mais c'est juste, je pense que c'est un... quand on crée quelque chose, on a envie que ça réussisse le mieux possible, et je pense que c'est déjà pas... il y a une question d'angle de visée, finalement, de la personne qui crée une boîte. Et je pense que ce qui n'a pas forcément toujours suffisamment, ou de manière pas suffisamment répandue, et c'est peut-être aussi parce que l'entrepreneuriat n'est peut-être pas suffisamment valorisé, que ce genre de réussite n'est pas suffisamment valorisé. Oui, il y a un frein qui devient un frein à l'international, mais qui n'est pas directement ça, qui est plus, je pense, dans nos têtes à tous. Voilà, donc bouteille à la mer lancée pour dire aussi aux entrepreneurs de se lâcher un peu plus, d'être plus ambitieux. Un très court mot de la fin, puisqu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti pour cette table ronde, et puis il sera temps de vous applaudir très fort. Je pense que pour être ambitieux à l'international, il faut pouvoir s'en donner les moyens. On est limité en France, l'accès aux capitaux pour arriver jusqu'à des étapes de développement international. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui finissent par partir aux US pour pouvoir lever de l'argent, pour pouvoir devenir des marques globales. Nous, on a attendu d'avoir suffisamment d'argent levé pour aller à l'international. C'est pas quelque chose qu'on improvise comme ça et qu'on fait avec 2 bouts de chandelle. Il faut le planifier, il faut le budgéter, il faut être sûr d'avoir suffisamment les reins solides pour pouvoir le faire. L'ambition, bien sûr, je pense qu'il faut attirer les meilleurs qui sont en Europe déjà, ça serait pas mal. Quand je vais à Berlin, je vois beaucoup plus d'internationalisation dans les startups, de gens de différents pays qui travaillent ensemble sur un projet commun, qu'en France par exemple, où beaucoup des incubateurs sont franco-français, et ça me désole un petit peu d'un certain côté, parce que je crois qu'aux EAS, 55% des boîtes qui ont levé de l'argent auprès de VC importants étaient des immigrants. Donc si on n'encourage pas ça, si on crée pas l'écosystème qu'il faut pour attirer les meilleurs en Europe, on n'arrivera jamais à avoir le niveau d'ambition qu'il faut qu'on ait. Ouais, je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'endroit où on se lance et avoir un format de projet qui correspond au marché sur lequel on se lance. Il y a des choses qui sont impossibles en France. Vouloir faire une marque globale autrement que dans le domaine du luxe depuis la France, c'est un peu idiot de se lancer en France. Autant se lancer sur une plateforme qui correspond vraiment.
A contrario, développer de la techno en France, c'est génial, c'est pas cher, c'est facile, il y a des ressources et des labos qui travaillent sur des tas de choses qui ne sont pas exploitées. Donc il faut vraiment avoir un format de projet qui correspond au pays dans lequel on est. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien aussi choisir ses investisseurs. Au fur et à mesure de la capitalisation de la société, si vraiment le but c'est d'aller à l'étranger, il y a un moment, il faut aussi se tourner vers des étrangers. Je vois beaucoup de boîtes qui font l'erreur de lever en France pour partir à l'international. À mon avis, c'est pas la bonne séquence. La bonne séquence, c'est de trouver de l'argent ailleurs pour justement avoir un accélérateur sur place. Parce que tôt ou tard, et en particulier pour le marché américain, que je commence à bien comprendre, essayer de se développer sur ce marché sans avoir d'investisseurs locaux, c'est compliqué. Donc, moi, je me permets de faire le cadeau du coup, de faire ma promo au passage du bouquin La gauche amène son entreprise. Merci. Il est dédicacé. En fait, j'aborde cette question de l'international dans le livre, parce que j'ai réfléchi à la question depuis quelques mois, évidemment. Réfléchir à ça, il est pas mal évoqué dans la tribune que vous avez eue ce matin aussi, qui en fait un petit compte-rendu. Et j'ai quelques idées de propositions, on ne va pas en débattre là parce qu'on n'a pas le temps, mais notamment, je pense que pour que la France et l'Europe soient vraiment attractives sur le plan international, il faut effectivement pouvoir aller chercher de l'argent international, mais éventuellement les faire venir aussi peut-être chez nous, c'est-à-dire avoir des capitaux américains ou anglais qui investissent en France et qui seront ensuite une meilleure façon d'exporter nos startups, faire venir aussi les talents, des gars qui ont des MBA ou des PhD américains et ça serait le rêve qu'ils aient envie de venir ici, plutôt qu'on ait tous envie d'y aller, après qu'on puisse échanger, etc. Et une des choses importantes aussi, c'est qu'on arrive à faire de l'Europe un terrain qui soit pas seulement un marché, mais aussi harmonisé sur le plan du droit du travail, etc. Donc, par exemple, moi, une des propositions que j'aimerais qu'on étudie et que j'essaie de porter aussi auprès de la Commission européenne, c'est qu'on crée, par exemple, un statut d'entreprise de droit européen et qu'on puisse créer les prochaines startups, qu'elles soient directement européennes dès le départ, en fait. Il y a plein d'idées comme ça qu'on peut avoir, et je suis sûr qu'il y en a plein ici, parce que vous avez été confrontés à des vraies difficultés de terrain. Mais aujourd'hui, la façon de penser la politique en France, et par exemple, nous, quand on a vendu Price Minister à Rakuten, on a eu l'impression qu'on était en train de sortir des emplois, donc en gros, vous savez, de se délocaliser. C'est le contraire. Quand on fait venir un investisseur japonais, américain en France, au contraire, on devrait dire bravo, génial, parce que nous, on a créé, enfin, j'ai cette petite fierté d'avoir créé des emplois depuis, avec des capitaux japonais, mais en France, et puis aussi ailleurs en Europe, et la taille de Price Minister a plutôt grossi depuis, donc on n'a pas du tout délocalisé. Et donc c'est un problème de compréhension de la microéconomie en France qui est assez grave dans les milieux politiques. Céline, tu as eu le mot du début, je te laisse le mot de la fin. Quelle responsabilité. Non, mais moi c'est plutôt lié à mon expérience, mais je pense qu'effectivement pour aller à l'international, c'est important d'avoir de l'ambition et qu'elle ne soit pas vue justement comme ce que tu appelles de la mégalomanie. De ma récente expérience en voyage à San Francisco, on est allé voir des boîtes qui faisaient la même chose que nous. Alors on arrivait en disant on est une petite boîte, on a un petit projet, on est sur un petit marché et puis on s'est rendu compte qu'on avait la même maturité de techno, qu'on faisait à peu près les mêmes chiffres et qu'ils avaient levé 3 fois plus de blé que nous et eux ils nous disaient we are $1 billion company. Et bon à la limite vaut mieux rêver là et arriver ici quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on peut vous... Ah oui Thibaut, tu voulais dire quelque chose? Non, tu voulais te faire applaudir en fait. Non, j'aimais bien Tu veux rester là? Très bien. Eh ben, on va rester sur cette image. Un grand merci à tous les 6 super entrepreneurs d'avoir partagé ça. Je ne suis pas loupé cette fois-ci. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci.